Bon, déparlons sans script à nouveau de Charlie pour la deuxième fois cette fois-ci, après beaucoup de vérifications, Je me suis intéressé beaucoup à lui. En fait, je le suivais pas avant cet événement-là. Euh, mais il y avait tellement de diabolisation de la gauche que je voulais absolument vérifier ce qui était vrai et c'est faux en tout point. C'est ça qui est le plus hallucinant dans cette histoire-là. Tu sais, par exemple, les gens vont dire des choses comme ouais, mais il était pour le deuxième amendement. Ouais, mais c'est le premier qui l'a tué. Le deuxième amendement, c'est essentiellement le droit de porter des armes. Mais le premier, c'est la liberté d'expression, qui est assez fondamentale. Tu sais, mettons que tu es un wokiste, OK? Puis que toi, tu vas dire quelque chose comme faudrait pas bombarder l'Iran, même si on a plein de preuves qui veulent nous attaquer puis détruire notre civilisation, puis qui font des bots, puis whatever, là, coalition avec le Hamas, coalition avec la Russie, qui, en passant, frôle les frontières roumaines, polonaises, etc. Tu sais, clairement, les Russes, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ne font que constamment tenter de dépasser les lignes qu'on a tracées en disant, bon, ben, on va juste, par exemple, séparer la Corée en deux, séparer l'Allemagne en deux. Constamment, les Russes trahissent les ententes. Mais mettons, comme je disais, que tu es un woke, puis toi, ta position, c'est on n'a pas à bombarder l'Iran parce que, tu sais, tout ça, et qu'en en analyse finale, ils ont le droit d'être une théocratie. Et en passant, Charlie Kirk disait clairement qu'il ne voulait pas d'une théocratie aux États-Unis, tu sais. Mais mettons que même il voudrait, OK? Si d'un côté, tu penses que tu peux pas bombarder un pays souverain parce qu'à quelque part, c'est leur choix d'être dans une théocratie, pourquoi tu tues un leader chrétien parce que tu penses qu'il veut une théocratie? Encore une fois, il veut même pas ça. Mais elle est où la logique? Puis moi, j'ai une hypothèse parce que une des raisons pour laquelle j'haïs autant le wokisme, c'est que je suis anthropologue. Et donc, moi, mon parcours, je viens des sciences pures. J'ai fait mon collège en sciences pures et appliquées. Donc, j'étais surtout genre physique, maths, là. Euh, et je dis j'étais parce que j'ai beau avoir une certaine base là-dedans, j'ai délaissé ce domaine-là parce que justement, j'avais trop de curiosité scientifique par rapport au phénomène humain. Puis en analyse finale, je trouvais l'épistémologie, la branche de la philosophie qui s'intéresse à comprendre les sciences. Je trouvais qu'au niveau du phénomène humain, c'était plus complexe, c'était plus stimulant, c'était plus intéressant. Il y avait plus de questions non répondues. Autrement dit, on pourrait dire que les sciences humaines sont encore maintenant, surtout maintenant, moins développées que les sciences pures, et donc le défi était plus intéressant. Je suis un gars de défi. Moi, je suis pas un gars de ma force, c'est ça, donc je vais faire ça. Je suis plus un gars de ça, je le comprends moins, je vais aller fouiller là. C'est ma façon de fonctionner, c'est ma curiosité. Donc, bref, je rentre en anthropologie en tant que relativement récemment diplômé des sciences pures, et donc je vois beaucoup de gens qui viennent des sciences humaines qui ont été en anthropologie, puis je vois un gros manque de méthodes scientifiques, gros manque d'épistémologie, justement. Et donc, je vois des arguments très fallacieux, tu sais, des faussetés, des fake news, comme on dit maintenant, par rapport à, je sais pas, moi, mettons, tu rentres dans l'idée là, que tout est de la faute au patriarcat, ben tu te dis, oh, c'est un peu plus compliqué que ça, l'histoire humaine, là, tu sais. Comme, oui, le patriarcat est pas parfait, mais les matriarcats non plus sont pas parfaits. Puis, là, puis il y en a qui vont dire que ça existe même pas les matriarcats, c'est fou, il y en a plein de sociétés matriarcales. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme des... C'est des fake news, tu sais, c'est de la fausseté, c'est genre des rumeurs, puis c'est finalement une espèce de militantisme politique plutôt que de la science, tu sais. Et donc, bref, moi, tu sais, j'ai commencé mon bac en anthropologie en 1999. Ça fait longtemps que je m'ostine de ces affaires-là, puis que je comprends grosso modo les enjeux. Au début, ça me dérangeait pas tant que ça, même si je voyais des problématiques. Mais à force que ça évolue,
ça devient de plus en plus politique, puis ça devient de plus en plus la censure, parce que c'est la façon de fonctionner. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de véritable discussion au niveau de l'utilisation des pronoms. Tu sais, c'est essentiellement, si tu regardes la mouvance wokiste, c'est essentiellement, c'est comme ça. Tu sais, une personne peut déterminer son pronom, tu es obligé d'utiliser les pronoms qu'elle veut, that's it, that's all. C'est juste une question de respect. Non, mais il y a d'autres enjeux. Tu sais, il y a des enjeux de contrôle linguistique au niveau légaux, mais il y a aussi des enjeux scientifiques, c'est-à-dire, tu sais, comme le disaient bien plusieurs médecins, sur la RAMQ, on veut pas le genre que tu penses que t'es. On veut ton genre. S'il y a des exceptions d'intersexe, oui, certes, mais nous, on veut comprendre si on a à faire une intervention chirurgicale urgente. On veut savoir s'il y a un utérus ou pas. T'sais, on veut savoir, on a besoin de ces informations de base-là. Et évidemment, il y a des femmes qui ont eu des hystérectomies. En fait, ils se sont fait enlever l'utérus, je ne suis pas sûr comment on dit ça. Bref, évidemment qu'il y a plein de zones grises, puis évidemment que c'est complexe, c'est ça la science, c'est pas ça la question. T'sais. La question, c'est que tu ne peux pas éliminer tous des consensus qui sont plus même de science pure ou des consensus légaux au niveau de la liberté d'expression, tout simplement parce que toi, tu as décidé que d'un point de vue militant, tu veux que ça arrive. Autrement dit, es-tu capable d'être dans une démocratie? T'sais, autrement dit, si lui, il veut une théocratie, ce qu'il veut pas, mais si tu le tues pour ça, es-tu capable de dire d'un côté, ça me dérange pas que l'Iran le soit et ça me dérange pas que lui le veuille? Puis c'est là que ça me dérange vraiment beaucoup, comment c'est en train d'évoluer comme société. Puis évidemment, je vois bien au peu de réactions dans mes publications, puis dans le Québec en général, que l'idée, c'est comme, ouais, mais ça, c'est pas nous, c'est les États-Unis, c'est une autre importation d'une problématique américaine. Non, le clivage politique s'est rendu international. Puis ça, on le voit au Japon, on le voit en Europe, on le voit en Chine, on le voit partout. En Chine, ça fait longtemps qu'il est là, puis d'une autre façon, mais bon, on le voit partout. On le voit beaucoup en Russie. Et on le voit au Québec. Tu sais, il y a une psychiatre, Marie-Ève Coton, qui a commencé elle a besoin d'avoir un psy, elle. Elle a commencé à faire des hosties de posts complètement diabolisants sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, on peut pas vouloir contrôler notre immigration, sinon on est des racistes comme Trump. On peut pas être sympathique à la mort de Charlie Kirk, sinon on est des conservateurs de droite chrétienne comme lui, etc. Des ad hominem, des hommes épouvantails, des sophistes comme t'en veux, il y en a plein. Et évidemment, la gauche se présente toujours, tu sais, puis quand je dis la gauche, je veux surtout dire l'extrême gauche wokiste, là, j'ai tendance un peu à utiliser le réflexe de beaucoup de gens de la droite que j'ai écouté durant la dernière semaine, et de façon générale, je suis pas d'accord avec aucun des deux camps. Par contre, c'est vrai que quand tu vas dans l'extrême gauche, il y a une caricature, il y a un manque de science, mais en plus, ils se pensent tout le temps en haut des fake news. À peu près tous les gens de la gauche ont partagé que, en fait, c'était une personne trop à droite. Tu sais, c'est une personne plus à droite que Charlie Kirk qui a fait le meurtre. Qu'en fait, clairement, il a dit que c'était parce qu'il était tanné de la haine de Charlie Kirk, que Charlie Kirk diffusait. Et donc, encore une fois, une espèce de fake news, parce que c'est la diabolisation de la gauche de Charlie Kirk qui a fait que lui a perçu Charlie Kirk de cette façon-là. Et un gay en couple avec un homme en transition vers une femme, là, typique justement de toute la problématique activiste trans qui veut censurer et tirer l'ennemi. Donc lui, il faisait ça essentiellement pour son amoureux ou son amoureuse, on s'en calisse dessus. Mais là, dans toute la, comment dire, dans toute la rhétorique condescendante, supposément plus éduquée, supposément universitaire et connaissante d'un gars comme Charlie Kirk qui avait même pas fait de collège, mais qui avait un très grand art du débat, évidemment. Il y a cette idée qu'eux sont en haut des faits. Hein? Eux autres sont objectifs, les woke. T'sais. Je veux dire, je sais pas où est-ce qu'ils sont rendus, là. Ils sont comme avant les Lumières, là, en termes de objectivité scientifique pure, là. Eux autres, ils voient le monde tel qu'il est. Puis, il n'y a aucun algorithme qui les affecte. Tout ce qu'ils voient, c'est des faits purs.
sais, j'ai une amie qui m'a dit « Oh, fais attention, je pense que ça, c'est pas vrai. » Je me souviens même pas c'était quoi. C'était-tu... Ouais, c'était une citation d'une personne qui disait que la mort d'Irina, c'était juste une façon de peinturer les femmes, des femmes blanches dans leur quartier. Euh, tu sais, c'est dur, effectivement, de savoir si quelque chose est vrai, parce que dans le fond, là, après, elle a dit, j'ai pas trouvé cette personne-là sur Twitter. Je vois, mais elle peut avoir délité son compte parce qu'elle a eu un gros backlash, là, justement, tu sais. Donc, peut-être qu'on le saura jamais, c'est pas vraiment grave, mais par prudence, je l'ai retiré. J'ai comme fait, écoute, t'as peut-être raison, je vais l'enlever. De toute façon, c'est vrai que c'est pas très pertinent. Ça a peut-être juste un peu de stimulation de la haine. Je suis un peu en colère en ce moment. On va retirer ça. Fine. Mais cette capacité à retirer un post quand tu vois une information fausse, puis à dire, mais à coup pas. Stephen King l'a fait. Stephen King a dit, il a dit stone de trans to death. De tuer, non, de lapider les gays. Et il s'est rendu compte que c'était faux, parce que du monde lui ont dit « Non, non, check ce qu'il a dit, tu sais. » Puis en fait, pour contextualiser vite fait, ce que Charlie Kirk avait dit, c'est que il y a une personne qui avait utilisé la Bible pour justifier le fait que, dans le fond, il fallait aimer les trans. Puis là, Charlie Kirk, notamment, a dit « Ben, tu sais, moi, j'haïs pas les trans, c'est pas ça la question, là. Je suis pas d'accord avec leur choix de vie, mais je pense qu'ils peuvent. Je pense que Jésus aime tout le monde. Puis là, il parlait, par exemple, du fait que Jésus allait parler aux prostituées, Jésus allait parler aux percepteurs d'impôts, même s'il a fait une colère dans le temps par rapport aux comptables, aux vendeurs, tout ça. Bref, autrement dit, Jésus était capable d'aller vers l'autre et dialoguer avec, pareil comme Charlie Kirk le faisait. Et Charlie Kirk tentait de faire ça, parce que s'il y a une chose que Charlie Kirk a bien faite, c'est étudier la Bible, il la connaissait très bien, et il était capable de comprendre une vue d'ensemble de la Bible. Et donc, il a dit, toi, tout ce que tu as fait, c'est que tu as pris les passages qui te plaisaient pour essayer de dire, tu vois, la Bible a dit qu'il faut laisser les trans dominer le monde, genre. Mais, il dit, tu sais, ce qui est drôle, c'est que tu as pris un extrait, mais dans le chapitre juste avant, il y a un extrait qui dit qu'il faut lapider les gays. Il dit, puis moi, je pense pas qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut pas être cruel, tu sais. Puis là, bon, il explique son point de vue, puis c'est évidemment nuancé, puis c'est complexe parce qu'il a sa foi, puis il veut pas contredire la Bible. Mais grosso modo, il arrive à une conclusion que c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais. Et donc, le simple fait qu'il ait cité ça pour contredire le fait que l'autre faisait une lecture sélective de la Bible, et que, évidemment, la gauche répète constamment. Il y a deux citations qui répètent constamment. Il y a elle, donc, qu'il a dit qu'il fallait stone les gays, puis l'autre, c'est le fait qu'il n'aimait pas le mot empathie. Et la raison pour laquelle il dit qu'il n'aime pas le mot empathie, il dit c'est que ça n'existe pas l'empathie, parce que dans le fond, l'empathie, c'est une espèce de concept New Age qui dit essentiellement que tu es capable de sentir ce que l'autre sent. Tu sais, les fameux empaths qu'on voit partout sortir, qu'eux autres ont une capacité à voir au travers de toi, puis complètement te comprendre, et qui se font constamment caler leur bullshit, parce que c'est pas vrai qu'ils peuvent lire parfaitement l'autre. Puis il dit, tu sais, dans le fond, la sympathie, c'est un meilleur mot, parce que dans le fond, là, c'est plus comme une capacité à faire un effort, à comprendre l'autre, puis à te mettre en sympathie avec l'autre, mais ça ne veut pas dire que tu as une capacité de sentir l'autre. C'était ça son argument. Il est contre l'empathie, il n'y a pas de compassion, il haït les gens, qu'en fait, tout son discours est constamment en train de parler de l'amour, de l'accueil du Christ, machin. Qui va constamment dans les campus pour dialoguer avec les gens qui sont contre lui. Oui, il était un peu cocky, mais c'est pas une raison pour le tuer. Là. Je veux dire, le fait qu'il avait une certaine arrogance intellectuelle, c'est clairement pas un problème que les wokistes devraient dénoncer, parce qu'ils sont clairement condescendants intellectuels. Là, encore une fois, premier amendement, liberté d'expression. Bref, fait qu'il répète tout le temps les mêmes deux quotes. C'est pas mal toujours ces deux-là qui sont répétés, complètement sans comprendre le contexte. Et puis, comme je veux insister, puis c'est un peu le but de ma vidéo aujourd'hui, même si il pensait plus radical, même si il y avait une vision encore plus fondamentaliste chrétienne, si dans le discours woke, on a constamment une défense du droit à la différence par les notions comme le relativisme culturel. Oui, c'est ça, je voulais parler au début, hein, le going native puis le relativisme culturel, qui sont vraiment des espèces de... Ben, le going native, c'est clairement une erreur épistémologique en anthropologie, puis le relativisme culturel, faut le contextualiser, c'est pas un absolu, c'est pas du relativisme absolu.
Ah, là, je viens de perdre l'idée de ce que je suis en train de parler parce que j'ai ouvert la parenthèse du début de ma discussion. Pas grave. J'ai perdu le fil là-dessus, c'est pas grave. Je vais juste conclure là-dessus. Je vais juste conclure sur le relativisme et le going native. Le going native, en gros, c'est... Ah oui, je sais ce que je disais. Le going native, en gros, c'est l'idée que quand tu commences à étudier un peuple en tant qu'anthropologue, en tant qu'ethnologue surtout, l'ethnologue, c'est celui qui étudie les ethnies, donc les cultures. Donc, tu vas aller faire un travail ethnographique en présentiel. Là. Tu vas aller dans un peuple, tu vas prendre des notes, tu vas les étudier. Souvent, l'anthropologue a une espèce de tendance à glorifier l'autre puis à se diaboliser. Ça peut se comprendre dans le sens de la culpabilité judéo-chrétienne. Donc, ça devient une espèce d'idée de « Ah, nous, les Blancs, on est des méchants. Ah, nous, le colonialisme, on est méchants. Regarde comment eux autres, c'est des bons sauvages. Regarde comment ils sont bons. » Mais tu sais, la réalité, c'est que la méchanceté humaine, tu vas la retrouver partout. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de peuple parfait. On est juste très différents. C'est comme il n'y a pas d'individu parfait. Et donc, toute la diabolisation de l'autre est problématique, tu sais. Mais là où je voulais en venir, justement, c'était de dire, quand le wokisme se présente comme voulant, par exemple, tu sais, comme là, il y a beaucoup de woke qui sont pour libérer la Palestine. J'ai toujours été pour ça, donc j'ai pas de problème avec ça à la base. Mais là, après, c'est comment ça devient une espèce de discours où le Hamas n'a rien fait, où l'Iran n'a rien fait. Ça devient une espèce de discours où, dans le fond, l'islam comme projet colonialiste et comme projet de ce qu'on pourrait appeler une évangélisation dans notre culture de toute la planète, puis de conversion à l'islam, sinon tu es un infidèle, tu t'en vas en enfer. Comment tu peux justifier ce projet-là si tu n'es même pas capable d'accepter qu'un chrétien fasse une évangélisation avec une table au coin de la rue? Tu sais, il y en a dans mon quartier, là, du monde qui se tiennent à côté de livres, puis une table, puis qui font de l'évangélisation. Comment tu peux accepter l'un et refuser l'autre? C'est ça la problématique. Donc, comme je disais, en analyse finale, même s'il y avait des visions plus théocratiques des États-Unis, puis en passant, la Constitution américaine, elle est vraiment liée à la Bible, et pas mal toutes les nations européennes le sont aussi. Donc, on a évolué vers autre chose, fine, mais si certains peuples veulent revenir à leurs racines plus chrétiennes, ils ont le droit. Pourquoi que les théocraties musulmanes ont le droit d'exister, mais pas les pays chrétiens? Pourquoi qu'il y a plein de pays bouddhistes? Pourquoi que... Tu sais, je comprends pas la logique. Donc là, après, tu veux te battre pour la démocratie, sauf que tu permets pas à un camp démocratique de s'exprimer, parce que pour toi, il est une attaque à la démocratie. Mais l'autre qui, dans son pays, voit les femmes, met les journalistes en prison, ben là, il faut respecter leur relativisme culturel, il faut respecter leurs différences, il faut comprendre qu'en anthropologie, on fait du relativisme culturel et qu'on tolère l'autre. Oui, c'est sûr que c'est assez de faire des universaux comme, mettons, dire la démocratie occidentale, on va l'imposer à un autre pays. C'est sûr que ça ne marchera pas. Puis tu peux pas tirer une fleur à pousser. Tu sais, il y a un phénomène d'évolution naturelle dans les discussions politiques qui font en sorte que, effectivement, la voix des peuples a tendance de plus en plus à se faire entendre au fil de l'humanité. C'est comme si tranquillement on passe de dictature vers une démocratie planétaire. Et ça, je pense que c'est une espèce de mouvement inévitable. Marx en parlait un petit peu, mais il y en a d'autres auteurs qui en parlent un peu. Ça vient un peu naturellement du fait que le peuple s'éveille et que, dans le fond, peut-être qu'avant, il y avait seulement certains individus qui avaient une capacité à penser, s'organiser, se mettre un peu en haut du peuple, mais que là, il y en a de plus en plus. Et donc, il y a une forme d'inévitabilité là-dedans. Par contre, pourquoi du deux poids, deux mesures? Pourquoi tu ne tolères pas une personne qui aurait une vision théocratique chrétienne, mais que tu tolères une personne qui aurait une vision théocratique et islamiste? Et donc, tu es clairement en train, supposément, dans ton point de vue éveillé, woke, de personne qui comprend tout et qui s'éveille aux injustices sociales, en train de créer du deux poids, deux mesures, qui est la source même des injustices sociales et du mauvais traitement de certaines personnes, dont l'assassinat. Puis là, après, ça devient, oui, mais il l'avait cherché. Mais sauf que si on avait tué un leader iranien qui disait à peu près la même affaire, dans sa vision beaucoup plus théocratique, islamiste, t'aurais-tu trouvé ça correct? T'aurais-tu dit on l'avait cherché? Non. On le sait que tu t'aurais pas dit ça. Il y a clairement... Puis c'est pas une critique envers l'islam, ce que je fais.
Tout ce que je dis, c'est que dans le wokisme, il y a une incohérence profonde qui crée des divisions sociales et qui crée de la haine envers une mouvance. Alors moi, en analyse finale, j'espère que je vais réussir à moins parler de Charlie parce que là, ça m'a un peu buzzé dans la tête pendant une semaine. Ça fait exactement une semaine qu'il a été tué, hein, quelques heures près. J'espère que... Oh, je ne sais même pas quoi je suis en train de dire. J'ai besoin d'un deuxième café. Je ne sais pas ce que j'allais dire, mais j'espère qu'on va comprendre un peu c'est quoi le Christ. Tu sais, le Christ, c'est celui qui est capable de faire le pont. C'est celui qui est capable d'aller voir les prostituées, puis d'aller voir les percepteurs d'impôts, puis en dialoguant beaucoup plus calmement que Charlie le faisait, tendre la main vers dire on peut travailler ensemble pour un bien commun, plutôt que de prendre des camps d'une façon sectaire et se fermer sur soi. Je sais pas si c'est ça que j'allais dire, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée, mais c'est pas que je suis pour la droite. Les MAGA, historiquement, m'énervent beaucoup. Le problème, c'est que là, il y a une espèce de mouvance qui veut tellement pas que les MAGA aient le droit d'exister. Tu sais, c'est correct que ça te dérange, mais il faut être capable de ne pas confondre le fait qu'un discours te dérange avec le fait que ce discours-là n'a pas sa place. Tu comprends? C'est comme, en anglais, il y avait quelqu'un qui avait formulé ça, il disait « They confuse the speech they hate with hate speech ». Donc, autrement dit, c'est pas parce que toi, t'aimes pas un discours que ce discours-là est nécessairement haineux. C'est ça la problématique de diaboliser l'autre. C'est que dès que tu vois l'autre qui pense différemment de toi, il devient ton ennemi, puis c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est pas les ismes en soi. C'est pas le capitalisme, le communisme, le christianisme, l'islamisme. Le problème, c'est de penser que l'autre, s'il pense différemment de toi, c'est nécessairement ton ennemi. Puis, ce qui est intéressant avec Charlie Kirk, c'est que même s'il s'opposait à l'islam, par exemple, il a dénoncé le fait qu'il y avait un génocide qui est en train de se passer dans Gaza. Donc, il y avait clairement une forme de tentative d'honnêteté intellectuelle, puis il était dans un processus en passant, hein, parce qu'il testait constamment ses idées avec les gens. Puis oui, il y avait comme un peu des routines, puis des façons d'amener des arguments, mais il les peaufinait. Puis justement, il arrivait dans des zones un peu plus subtiles où il s'est mis à dire des choses comme ça, parce que peut-être avant, il était un peu plus pro-juif, anti-islam, mais là, il a comme fait « Ouais, mais tu sais, faut faire attention, là, tu peux pas justifier le meurtre, faut pas être cruel. » Et donc, il y avait une compréhension du Nouveau Testament, même s'il aimait beaucoup l'Ancien Testament. Je ne rentrerai pas dans une grosse analyse théologique, biblique, machin, théosophique, mais grosso modo, il y a une différence entre adhérer à une idée puis reconnaître ton origine culturelle et puis penser que c'est la seule qui peut exister et que l'autre est un ennemi. Puis ça, je pense que le wokisme le fait plus que quiconque en ce moment. C'est ça qui est dangereux. Puis on l'a vu quand Lénine a pris le pouvoir en Russie, on l'a vu dans plein de moments historiques, comment la gauche, à un moment donné, peut devenir complètement froide, découpée de ses émotions, tuer plein de monde au nom d'un idéal, comme Mao Tse-tung a fait en tuant plein de cultures en Chine, etc. Donc la gauche, quand elle se radicalise, elle devient une forme d'autoritarisme très dangereux. Oui, il y a plein de meurtres de la droite, plein de problématiques de la droite, c'est sûr. Il ne faut pas penser que ça veut dire que la gauche est pure. Et que quand il y a un clivage comme ça, que dans le fond, par exemple, si des gens un peu plus à droite dans certaines valeurs, parce que moi je me considère extrêmement à gauche dans des valeurs plus économiques, mais peut-être dans certaines autres valeurs, je suis un peu plus à droite ou plus, moi je me considère centre, si on additionne tout ensemble. Mais mettons que tu dis, ben là, il y a un problème d'immigration, on n'a pas les capacités
de faire venir tous ces gens-là qui, en plus, vont faire venir leurs parents, qui vont complètement inonder nos CHSLD. On ne pourra même plus s'occuper de nos aînés. Il y a un problème. On n'a juste pas les capacités de bâtir autant que ça. Tu sais, Mark Carney il a investi je ne sais pas combien de millions de dollars pour construire comme 4000 maisons. C'est rien, 4000 maisons. C'est la quantité de demandeurs d'asile qu'on a reçus à peu près au Québec l'an passé. C'est rien, là, 4000. Ben, c'était 3600 quelque chose, je ne sais pas c'était quoi. Là. Mais tu sais, 4000 maisons, c'est rien. Comparé à la crise qu'on a, puis la quantité de millions de personnes qu'on a. Fait que bref, si tu dis on a un problème, puis que tu le calcules, puis tu le montres plus à la droite, comme une feuille Excel, comme un argument, tu sais, ça ne veut pas dire que tu es contre l'éducation gratuite ou l'accès à la santé gratuite ou le contrôle des guns ou whatever. C'est un problème précis que tu analyses puis tu arrives à une conclusion. Et donc, ces espèces d'amalgames-là qu'on voit comme des femmes comme Marie-Ève Coton qui montent dans les chevaux puis que là, ça devient plein de sophismes puis des accusations à gauche, à droite. C'est ça le problème. Fait que tu penses que la montée de la gauche n'est pas en train de diviser le Québec, tu te trompes. C'est clairement en train d'arriver ici aussi, malheureusement. Puis il faut résister. Il faut continuer le dialogue, puis il ne faut pas embarquer dans leur extrémisme. Puis ça prend pas beaucoup de gens pour qu'il y ait un meurtre. On a déjà eu un attentat sur Pauline Marois à cause de la division linguistique. Est-ce qu'on va avoir un attentat sur Paul Saint-Pierre Plamondon pour je ne sais pas quoi? Peut-être. Mais il faut continuer à être ouvert puis ne pas nourrir la haine envers l'autre. C'est ça qui est fondamental. Il faut rester stické là-dessus. Peace out.